ce soir India Omari, qui est au cadre de la majorité présidentielle, mais également officiellement communicateur de cette plateforme qui est chère à Joseph Kabila, président de la République. India Omari, bienvenue. Merci, Madame Magique. Comment allez-vous? Non, très bien. Très bien. Oui. Et la majorité présidentielle? Non, mais la majorité présidentielle a une bonne santé actuellement. Et il y a pratiquement le secrétaire général de la majorité présidentielle est en train de faire son travail, de faire appel aux troupes. Vous parlez d'Obaminako? Oui, fait appel aux troupes pour suivre l'évolution de la vie dans le pays. Vous savez, nous sommes dans un moment où il y a beaucoup d'agitation politique depuis que le gouvernement de la République a lancé les projets de loi sur la révision constitutionnelle. Tout le monde s'agite. La majorité également s'agite parce qu'il y a maintenant 200 cloches au niveau de la majorité. Il y en a ceux qui sont pour la révision, il y en a d'autres qui disent non, carrément. Qui sont pour et qui sont contre? Parce que la majorité, elle est organisée. Et la majorité... C'est ce que vous me dites, mais c'est parce qu'on constate. Je te l'ai dit parce que c'est un constat et c'est ce qui se passe au sein de cette organisation parce que j'ai quand même une maîtrise et je suis aussi une voix autorisée pour vulgariser les idéaux de la majorité. Je vous l'ai dit, ça tourne mieux qu'ailleurs parce que, vous savez, quand vous souscrivez à une organisation, vous devez être discipliné. Et les sociétaires de la majorité sont très disciplinés. Et ils savent quand est-ce qu'ils peuvent prendre la parole et après une discussion. C'est au cours pratiquement d'un dîner ou autour des grandes questions de la majorité où les grandes lignes sont édictées aux sociétaires. Aujourd'hui, l'option de la révision a déjà été levée par les sociétaires de la majorité. Donc, vous devez peut-être pour une souvenance pour votre invité à Kingrati par l'initiateur de la majorité. Mais à un moment donné, vous étiez en train de vous plaindre que les autres amis de l'opposition sont en train de vous prêter les intentions contraires à votre volonté. Maintenant, on se rend compte que le PPRD, qui est le premier parti de la majorité présidentielle, s'est basé sur l'article 218 pour se maintenir au pouvoir, pour réviser cette constitution. Alors, d'après vous, comment voyez-vous l'avenir politique de la RDC? Madame, je voulais faire sortir les flous qui règnent dans nos têtes. Et parfois, vous glissez des choses qui ne sont pas des évidences. Et il n'y a aucun parti de la majorité qui est contre la proposition de la révision, les projets, les lois de la révision aujourd'hui. Aucun. Si vous le dites. Je l'ai dit en connaissance des causes. Aucun. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais vu depuis un certain moment ici un parti s'élever pour dire que non, voilà notre déclaration politique contre les projets de loi du gouvernement sur la révision. À moins que tu me dis le contraire. C'est comme ça que nous... par révision, pour réviser la Constitution, vous allez réviser quelques articles, y compris l'article 220, c'est ça? Madame, je voulais aller pour aboutir à essayer la cohérence d'idées par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. Allez-y. Donc, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un dirigeant jeune, mais mature, outillé,
un juriste qui s'appelle Aubin Minaku, qui dirige cette majorité en toute impartialité, un sage homme qui fait à ce que de temps en temps, il réunit ces sociétés pour une discussion par rapport. Donc jusqu'à preuve du contraire, le PPRD s'est prononcé, beaucoup de partis de la majorité s'est déjà prononcé pour la révision. Parce que, effectivement, qu'est-ce qui se passe? Mais il s'agit de quelques articles qu'on va réviser, y compris l'article 220, essayer d'éclairer notre lanterne. Madame, qu'est-ce qui se passe? Tous, et l'opposition et la majorité, nous sommes tout à fait d'accord qu'il y a des lacunes au niveau de la Constitution. Mais il y a certaines langues au niveau de l'opposition qui disent que non, nous savons qu'il y a des lacunes, mais avançons comme ça, on va revoir ces histoires plus tard. Ben, voilà. Mais je donne un exemple. Vous voulez répondre à ma question? Je vais répondre. Oui, justement. Est-ce que la Constitution sera révisée dans son entièreté ou quelques articles seront sélectionnés, y compris l'article 220? Madame, la révision, elle est constitutionnelle. Vous n'avez qu'à lire l'article 218 qui peut prendre l'initiative pour réviser. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, le gouvernement, à ce qui les concerne, a pris l'initiative d'élaborer un projet pour ramener ce projet au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau des chambres qui vont être en discussion. Mais la population aussi a les devoirs. Parce qu'une constitution, la meilleure, c'est celle qui amène au bonheur de la population. C'est ça la meilleure constitution. Mais si elle bloque l'évolution d'une société, cette constitution est appelée à être changée, à être modifiée. C'est le cas. Donc, regardez, je vous ai dit l'autre fois que nous devons passer à 26 provinces. Mais on s'est arrêté aujourd'hui parce qu'il y a des choses qui bloquent ces mécanismes. Alors, les mécanismes d'évolution, nous, comme ça a été édité, nous avons l'obligation de réviser cette Constitution. La Constitution elle-même autorise sa révision. Donc, écoutez, madame. On veut bien. Écoutez, madame. Mais il faudrait que vous ayez, majorité et opposition, puissent avoir la même interprétation des dispositions constitutionnelles. Mais comment faire avec tous ces malentendus qu'il y a autour de cette révision? Comment faire pour que finalement, majorité et opposition puissent avoir la même interprétation des dispositions constitutionnelles? Madame, nous sommes en train d'évoluer sur, au fait, nous avons une même compréhension. Nous sommes ensemble, l'opposition et nous-mêmes. Nous avons une même compréhension, mais il y a un problème de subjectivité. Il y a un problème d'interprétation aussi. Non, pas interprétation. C'est-à-dire, il n'y a pas. La loi, l'organe qui est habilité à interpréter la loi, c'est la Cour. Ce n'est pas nous, au niveau de la majorité, ni au niveau de l'opposition. Mais nous sommes d'accord tous qu'il y a des lacunes au niveau de la Constitution, que ce soit au niveau de l'opposition, que ce soit au niveau de la majorité. Mais il y a des langues qui se dénient. Les moments sont mal choisis pour réviser cette Constitution. Mais non, madame, je donne un cas. Je donne un cas. Il y a un voleur qui vient chez toi. Qui entre au salon avec une machette, avec l'idée de venir te détruire. Bon, comme toi tu es pressé, qu'est-ce que je peux, c'est pas symbolique. Il y a, en fait, le président, par exemple, en fait, d'un parti politique, comme tu es journaliste, vous invite, vous devez aller faire une émission. Parce qu'il s'agit d'aller faire une émission. Vous allez laisser les voleurs pour se précipiter parce que dans faisant une émission, il y a l'argent. Je crois que non. Il faudra aussi que l'exemple tienne avec les contextes. Non, la première des choses, c'est d'abord de bloquer les mécanismes de ces voleurs,
Dans le contexte, pour avancer. Dans le contexte actuel, qui est le voleur? Si je fais allusion à l'exemple que vous venez de... Je donne un exemple. C'est pour dire ceci. Nos amis veulent que nous avançons en ordre, c'est-à-dire en désordre, pour revenir plus tard. Or, nous n'allons pas évoluer si nous avançons. Parce que nous voulons résoudre les sentiments, nous voulons répondre aux sentiments de nos amis, aux caprices de nos amis. Nous n'allons pas résoudre la question, nous allons encore nous avancer davantage. Au moment où le monde est en train d'avancer, nous devons aller parce qu'il s'agit d'un problème de temps. Il faut y aller. Nous sommes en train de résoudre les problèmes et avancer. Pour que les générations qui vont venir après nous trouvent déjà que nous avons mis les jalons. Cette constitution que nous avons aujourd'hui a été élaborée dans un contexte de belligérance, où les hommes qui avaient des armes ont voulu à ce que la constitution soit ainsi, en omettant un certain nombre de réalités. Aujourd'hui, nous sommes face à des impératifs où nous voulons amener la population au bonheur. Nous voulons amener à l'amélioration des conditions de vie, au développement de ses habitants, de nos habitants. Nous devons améliorer, ainsi de suite, les cadres de notre environnement pour permettre à ce que nous ayons des voies qui vont nous permettre à un avancement. C'est ce que nous sommes en train de faire. On dit, messieurs, vous dites que non, vous avez le monopole de l'opinion. Nous disons que non, nous avons les monopoles. Si on n'arrive pas à se mettre d'accord, il ne faut pas confisquer la démocratie. Posons la question à la population, c'est-à-dire allons au référendum. Voilà. Par la voie pour qu'une fois pour toutes, la population nous départage sur la question de la révision. Okay. C'est ce que nous sommes en train de demander. Okay. Nos amis, écoutez, l'opposition, c'est la fameuse opposition que nous appelons axe du mal, ne veut pas entendre de la démocratie. Elle veut nous amener dans la logique de la Tunisie. La logique pratiquement des coups de force, c'est-à-dire que non, avoir la démocratie autrement. Okay. C'est-à-dire par la voie brutale. Tu sais que non, à la cité, il y a des gens, parfois, de l'opposition qui disent que non, beau se préparer pour Kimambang en 2016. Ok, il n'y a pas de... C'est-à-dire que non, la logique démocratique n'est pas dans la tête de ces fameuses personnes qui se disent de l'opposition. Or, l'opposition, on s'oppose aux idées. On ne s'oppose pas aux individus. Ok. Avec un œil fixé sur la présidentielle 2006 et la présidentielle 2011. Oui. Que pensez-vous de l'élection présidentielle à suffrage indirect et d'un mandat présidentiel de 7 ans? Madame, je suis très disposé, à ma qualité de politologue, la Constitution elle-même, quand vous lisez, il parle de suffrage universel. Donc, suffrage universel direct? Non, la Constitution parle de suffrage universel. Il faut lire cet article. Et nous avons déjà expérimenté tous les deux modes de suffrage universel. Depuis 2006. Je vais vous prouver. Nous avons aujourd'hui un président de la République élu au suffrage universel direct, avec les députés nationaux et provinciaux élus au suffrage universel direct. Nous avons des sénateurs et des gouverneurs élus au suffrage universel indirect. C'est-à-dire par délégation. Ce mode a déjà été expérimenté depuis 2006. C'est-à-dire ce mode qu'on appelle le suffrage universel est constitutionnel. Donc, nos amis ne veulent pas comprendre. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit que, vous savez, pour maîtriser les Congolais, il faut mettre l'argent dans la Bible. Parce que les Congolais n'aiment pas lire. Même quand nous passons du matin au soir, quand on dit que non, la révision, elle est constitutionnelle. Les gens, parfois, ils s'étonnent. Même nos amis de l'opposition, c'est quand vous dites que non, allez regarder l'article 218. Alors, quand ils vont voilà, l'article 218, même en pleine émission comme ça. Et on dit non, voilà,
Écoutez, mais on veut bien de la révision constitutionnelle. On veut bien de la révision. Monsieur Omari, on veut bien de la révision constitutionnelle, ça c'est clair. Oui. Mais est-ce que nous voulons savoir, est-ce que dans cette révision, les articles verrouillés, tels que l'article 220, fera partie également de cette révision? Madame, je vous retourne... C'est justement la question qui fâche. Madame, je vous retourne encore à la parole de notre initiateur, qui est président de la République, Akinga Kati. Il a dit... Et nous, au niveau de la majorité, nous sommes en train de le dire avec tête haute que les actes que nous aurons à prendre aujourd'hui et à l'avenir seront en conformité avec la Constitution. Nous n'allons pas quitter le cadre constitutionnel. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est-à-dire que non, tout ce qui a été demandé par la Constitution, nous allons l'exécuter. Si la Constitution nous demande de la réviser, on va la réviser. Et les gens qui sont... Et qu'est-ce que la Constitution dit à propos? Écoutez, les gens qui sont en train d'aller au-delà, violent, qui refusent la révision, violent la Constitution. Mais est-ce qu'il est opportun de pouvoir réviser la Constitution en ce moment-ci? Est-ce qu'il est opportun? Oui, madame. Il est opportun, madame, pour des raisons d'efficacité et d'efficience. Madame, dis-moi, la Constitution, je vous ai dit, la formule de la Constitution, c'est d'amener le peuple au bonheur, d'amener le peuple au développement, d'amener qualitativement et quantitativement, donc qualitativement votre vie, améliorer cette vie du jour au lendemain. C'est-à-dire, les règles qui sont édictées aujourd'hui vont nous amener à ce que nous puissions développer au fait, la santé, nos villes, ainsi de suite. Je donne un exemple, madame. Vous pouvez avoir une idée sur la production de nos députés provinciaux. Vous pouvez regarder, comparer les députés provinciaux aux députés nationaux sur la qualité des contrôles et la qualité des productions législatives. Vous allez trouver. Il y a des lacunes, on le sait tous. Mais est-ce qu'on ne peut pas ouvrir des procédures qui sont édictées par la loi fondamentale pour permettre à une qualité des hommes qui vont être mis à la disposition de la population pour l'amélioration des conditions de vie de cette population, pour que ces hommes-là soient vus côte à côte avec cette population, trouvent de l'admiration de la part des populations. Ok, d'accord. Pourquoi vous voulez bloquer les mécanismes aujourd'hui? Au fait, les mécanismes... Bloquer les mécanismes est une chose, mais changer, est-ce que c'est le moment est bien choisi pour changer cette constitution? Je dis, le moment est choisi. Le moment est bien choisi. Ok. Le pays est confronté aux difficultés. Le pays est en train de se réveiller. On ne peut pas, on ne dit pas que non, les élections c'est une finalité ou la panacée. Non, on ne dit pas ça. Vous regardez les gens. Des gens qui disent aux Congolais que nous sommes à la cité, la fameuse opposition, croisez les bras, attendons 2016. Nous aurons l'impérium pour donner de la vie à vous. Mais en croisant les bras, vous amenez tout un peuple dans la paresse. L'âge passe, l'âge évolue. Au lieu de sensibiliser cette population, d'aller à les occupations, d'aller chercher du travail pour créer une production suffisante afin qu'on améliore la qualité de vie, qu'on améliore aujourd'hui la vie d'un peuple. Cette opposition demande aux habitants, à nous, population, de ne pas travailler, d'attendre 2016. Okay. Or, on veut bien. Pour aller aux élections, il faut manger. C'est la raison pour laquelle, à un certain moment, nous vous avons dit que non, il y a du travail à Bukangalonzo, pour nous, politiques. Et pour la population. Et pour la population. C'est-à-dire que nous, politiques, on est bien d'accord. Oui, pour l'opposition, c'est-à-dire quoi? Ils peuvent aller gérer cette Les arguments suscitent parce que c'est dans le but de pouvoir changer la Constitution. Voilà. On est bien d'accord. Mais alors, est-ce qu'on sait tous que quand on change une Constitution, on parle de la 4e République? Est-ce qu'après le référendum, nous allons parler finalement de la 4e République? Madame, écoutez, je ne peux pas dévoiler quelque chose qui sera en traitement. Déjà, les projets
et au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, je crois que nous, au niveau de l'Assemblée nationale, nous attendons les retours de nos amis pour que la discussion commence. Ils ont suffisamment de gens outillés en cette matière pour aller discuter au niveau de l'Assemblée nationale. Si la question bloque, nous allons amener la procédure par la voie référendaire. C'est ce qui est obligé par la Constitution. Mais oui, justement, après le référendum, oui, on parlera de la 4e République. J'ai dit ceci, madame. Écoutez, vous n'êtes pas habilité pour répondre à cette question. Non, ce n'est pas un problème d'être habilité à répondre à une question. Je suis disposé à vous répondre à la question. Oui. La révision, je vous dis, là, elle est constitutionnelle. C'est ça la réponse. Et cet exercice, la gymnastique intellectuelle, va s'opérer. Et à travers nos deux chambres, nos représentants, et on peut ramener cette question au niveau référendaire pour que la population prenne le dessus, tranche. Parce que nos amis de l'opposition disent que non, ils ont le monopole de l'opinion nationale. Il y a un président. C'est sur base de quoi est-ce qu'on peut palper du doigt que vous avez eu le mandat de la population pour aller au référendum? Il y a un président de la République élu au suffrage universel, direct, qui a reçu les mandats. Nous sommes des colonnes, nous sommes des bras du président de la République. Nous exécutons les programmes, la vision qui a cette vision, du président de la République qui a fait à ce qu'au moment de la campagne, il a amassé, il a eu à réussir à avoir les gens pour les mettre au trône. C'est-à-dire, le président aujourd'hui a l'autorisation, a le quitus de la population. Et c'est lui, dans l'article 218, on demande au président de la République, on demande au gouvernement de la République, on demande aux deux chambres. Parce que les deux chambres aussi ont reçu les mandats de la population. Ils demandent aussi à 100 personnes, une pétition de 100 personnes. Et cette pétition est en définitive, au finish, cette pétition ira dans l'une des chambres pour être discutée et connaître les biens fondés avant que la question soit ramener au niveau du processus, au niveau du référendum. Donc, au fait, c'est une initiative. Donc, on nous demande, nous avons aujourd'hui, jusqu'en 2016, nous avons les quitus. La population nous a donné 5 ans. C'est comme ça que nous travaillons pour cette population, pour améliorer qualitativement la vie de cette population. De la population. Oui, et amener ce peuple. C'est comme ça que nous avons dit. Quand vous voyez la vision, c'est parce que les gens, la plupart de nos amis, ils n'arrivent pas à nous attaquer sur le plan d'idées. Ils nous attaquent sur la notion sentimentale. Notre projet, c'est-à-dire d'ici 2020, nous allons faire de ce pays une puissance agricole. En 2030, nous entrons comme un pays émergent. Toujours avec Joseph Kabila en tête. J'ai dit ceci, madame, je vais vous dire une chose. Allez lire dans tous les livres politiques. Mais pourquoi vous ne répondez pas aux questions? Non, j'ai dit l'essence. Ce programme-là, vous allez l'encheminer, l'exécuter avec Joseph Kabila. C'est le programme de la majorité présidentielle. La vie politique, comment elle marche? On dit, vous devez la politique, la définition. Conquérir le pouvoir et l'exercer le plus longtemps possible. Nous avons la possibilité de consolider ce pouvoir pendant 50 ans, 100 ans. Il s'agit d'un engagement et d'une volonté qui peut venir. Et c'est ça. Écoutez, on ne vient pas aujourd'hui, on dit, bon, nous avons le pouvoir, finalement, nous sommes fatigués de ce pouvoir, et vous, 4, 5 de la majorité, de l'opposition, la fameuse opposition, venez, nous allons vous laisser. Ça, ce n'est pas la politique. Ça ne se fait dans aucun pays au monde. Par contre, vous allez voir aux États-Unis, ailleurs, les républicains, avec les démocrates. On comprend que quand il y aura alternance, il y aura quelqu'un d'autre, mais seulement de la majorité. C'est votre souhait, sans le comprendre très bien. J'ai compris nos amis. Pour ne pas faire... C'est-à-dire, tout le monde, il peut se réveiller le matin et devient politologue. L'alternance signifie quoi? C'est
les idées. C'est les idées, les nouvelles idées que nous sommes en train d'apporter aujourd'hui. D'accord, on va parler du sommet des États-Unis-Afrique. Hein? Ok, vous voulez bien? Donc, nous sommes en train d'apporter une alternance au niveau des idées. D'accord. Au niveau de nos actes, de comportement. Et ramener la population vers nous. C'est le travail que nous sommes en train de faire actuellement. L'alternance ne suffit pas seulement et la tête de l'autre, vous allez, vous, avec tout ce que vous avez, écoutez, je suis Indien, et ma place, je vais céder à un adversaire de l'opposition. Ça, ce n'est pas l'alternance. D'accord, d'accord. On va parler du sommet États-Unis-Afrique. Oui. D'accord. On a connu plusieurs sommets comme ça, Inde-Afrique, Chine-Afrique, Union Européenne-Afrique, France-Afrique, Amérique latine-Afrique, et maintenant, pour la toute première fois, États-Unis-Afrique. Alors, quel est votre sentiment là-dessus? Qu'attendez-vous, le retombé de ce sommet? On sait déjà qu'on parlera de l'économie en Afrique, de la sécurité, etc. Et aussi de la bonne gouvernance. Aussi de la bonne gouvernance, c'est ce que tout le monde attend, l'alternance au pouvoir. Alors, qu'attendez-vous, qu'est-ce que vous attendez, vous, au niveau de la majorité, de retomber de ce sommet? Madame, je vais vous le dire, il y a une nouvelle dynamique qui est en train de se faire vivre dans le monde. L'Afrique est l'une des régions dynamiques aujourd'hui, en termes de la croissance économique. Et cette croissance est pratiquement viable. Tu vois, tous les pays aujourd'hui aspirent à venir faire les échanges commerciaux en Afrique, à venir investir en Afrique. Ce que vous avez vu, vous êtes en train de voir depuis hier, c'est que les États-Unis ont compris une nouvelle dynamique. Et il a tiré son attention après les passages du président américain au Ghana, en Afrique du Sud et ailleurs, après les échanges qu'il a eu avec un certain nombre de jeunes, des échanges... Il s'est fait une idée globale de ce que c'est l'Afrique. Une idée globale de l'Afrique. Vous savez, je suis en train de voir autre chose. L'Amérique, c'est un pays purement stratégique. Et l'Afrique aujourd'hui, son espace est tellement stratégique. Et l'Amérique, l'Afrique peut offrir de nouvelles opportunités aux investisseurs américains. C'est la raison pour laquelle ce lien est renforcé aujourd'hui, est en train de chercher à être renforcé pour des raisons de dynamique de la région. Et vous allez voir, les États-Unis sont en train de renforcer les représentations diplomatiques en Afrique depuis un certain moment en matière de la géostratégie. Et la réunion elle-même comporte comment on va faire les échanges commerciaux, le commerce et les investissements ici, pour offrir du travail aux Américains, pour offrir par rapport à la crise économico-financière qui secoue le monde, les États-Unis ont besoin de faire face à ça. Or, l'Afrique, c'est une nouvelle, je peux dire, une nouvelle terre, une nouvelle opportunité, une opportunité qui est offerte au monde entier. Tu as vu, quand tu regardes aujourd'hui France 24, et on écrit quoi? On a vu une nouvelle, une charme des États-Unis pour contrer Pékin. D'accord. Oui, en parlant de ça, aujourd'hui, la stratégie américaine a vu qu'il y a plusieurs pays qui s'intéressent à l'Afrique. La Chine, l'Inde, Turquie, plusieurs pays, ainsi que le Brésil. Le monde de 1960 est révolu. Et on a besoin aujourd'hui, on a besoin de faire des échanges et commerciaux pour qu'il y ait ce qu'on appelle du donnant-donnant, gagnant-gagnant. Donc, je crois que non, les États-Unis sont en train, aujourd'hui, en train de s'y rattraper. D'après vous, c'est un sommet des plus ou c'est un sommet d'intérêt en matière de relations internationales. Ou c'est les plus importants sommets de tous ces sommets? Madame, il n'y a aucun monde, il n'y a aucun pays qui vit dans l'autarcie, qui peut s'estimer
arriver. Je peux même dire, en ma qualité de développeur, qu'il n'y a aucun pays qui a atteint les seuils du développement. Aucun. Au monde. Donc, les pays sont appelés à vivre ensemble, à vivre. C'est comme ça qu'il y a la charte des Nations Unies, dans le cadre de la coopération internationale. Donc, ici, nous avons besoin, nous voulons offrir du travail, nous devons offrir nos potentialités au monde entier, y compris les États-Unis, pour venir faire l'affaire. Et en retour, nous allons gagner. Nous allons gagner quoi? Avec le travail que nous allons donner à notre population. Et cela va nous amener à ce qu'il y ait mariage entre nous et la population. C'est ça ce que l'opposition voulait. Il devait, en principe, d'une manière intelligible, il devait aller dans cette démarche de pouvoir pratiquement diminuer le chômage, lutter contre la pauvreté, venir ensemble dans le cadre de la tendance, mettre les idées ensemble, les nouvelles idées pour contrer les anciennes idées, afin de pouvoir bâtir une société juste, une société qui peut amener une société où il n'y a que la gouvernance économique et politique qui va nous amener demain à l'émergence que nous sommes d'ici 2030 et d'ici 2060 au développement de ces pays. Donc, il n'y a que ça. La population n'attend pas ce qui est. On va expérimenter les élections. On a déjà expérimenté les élections depuis 1960, mais la population attend le salut, le bonheur, donner du travail aux Congolais. La population attend quoi? Que Madame Magique envoie les enfants à l'école, aller étudier dans les bonnes écoles, faire des recherches. Madame, je m'excuse un peu, je voulais chuter avec mes idées. Madame, je suis allé en Corée du Sud. Restons un peu sur le domaine des États-Unis. S'il vous plaît, vous allez avoir la parole. Je disais tout à l'heure que le point retenu au cours de ce sommet, c'est l'économie, le développement de l'Afrique, sur le plan économique, la sécurité de l'Afrique, avec cette histoire. Sur le plan développement, sur le plan sécuritaire, avec Boko Haram, le Shebab et tout ce qui va avec. Développement mais aussi de la démocratie. Mais aussi sur les révisions constitutionnelles, parce qu'il n'y a pas que la RDC, même le Congo en face. Les Congos en face doivent passer aux élections en 2016. Il y a beaucoup de pays qui passeront aux élections. Le Burkinabé va passer, le Burkina Faso ira aux élections. Il y a aussi des pays qui n'ont pas été invités à cause de manque de démocratie, entre autres le Zimbabwe, l'Érythrée, etc. Aujourd'hui, la RDC peut se féliciter d'avoir suffisamment atteint le seuil de la démocratie, mais est-ce que la RDC sera aussi à mesure de pouvoir se féliciter sur le plan constitutionnel d'avoir conservé sa constitution telle qu'elle? Madame, conserver la constitution. Conserver et pouvoir la mettre en pratique. Même les États-Unis eux-mêmes n'ont pas Ils n'ont pas révisé au bout de 5 ans, au bout de 10 ans. Madame, les États-Unis ont révisé leur constitution au bout de 200 ans. Quel mécanisme faudra-t-il mettre en place pour qu'on puisse réviser ne fût-ce que la constitution au bout de 50 ans, par exemple, pour que ça ne soit pas pour les intérêts des individus? Madame, je suis d'abord content du fait que tu as dit les États-Unis ont obtenu une modification de la constitution. Donc, on a révisé. Donc la France a révisé sa constitution. Plusieurs États. Nous avons commencé à la réviser depuis 1908. Nous avons mis en place des constitutions que nous révisons jusqu'à aujourd'hui. Et je vous ai encore, je répète, nous sommes en train, en révisant la constitution, on cherche quoi? Les malheurs ou les bonheurs? On cherche les bonheurs. On met les règles du jeu. Pour que on va amener à ce que tu as dit tout à l'heure, la gouvernance politique et économique. Pour que le peuple trouve le salut dans ces règles, les règles qui étaient éditées par nous. Nous retrouvons que ces règles de jeu actuellement ne nous amènent pas à des évolutions que nous voulons souhaiter, des évolutions rapides. Mais il faut changer. Mais ça n'a pas été dit aux États-Unis sur cette histoire. Par contre, ce qui a été dit, c'est le développement de la démocratie aux États-Unis. De prendre les engagements, de prendre la décision pour développer les démocraties naissantes. Tu sais, nous étions en retard, nous Africains, nous étions en retard par rapport à la Grèce antique, où la démocratie a commencé.
Nous sommes en train d'aller en balbutiant. Nous n'allons pas aujourd'hui nous comparer à la France ou aux États-Unis directement. Parce que nous venons de commencer. Nous venons d'instaurer la démocratie. Il n'y a pas à peine. Qu'est-ce qui s'est passé en 60? Vous connaissez? Vous connaissez? Aujourd'hui, nous sommes en train de redémocratiser. C'est-à-dire, nous venons de commencer la démocratie. Avec les élections libres et démocratiques, transparentes, de 2006. Nous n'allons pas aujourd'hui... Commencer, oui, consolider. Commencer est une chose, consolider cette démocratie en est une autre. Est-ce qu'en revisant la Constitution, en voulant réviser la Constitution en ces moments-ci, vous pensez consolider cette démocratie ou la fragiliser? Je suis internationaliste des formations. Je ne vais pas vous amener à l'histoire des relations internationales. Les États-Unis que vous êtes en train d'envier aujourd'hui, vous enviez les États-Unis à passer beaucoup de temps. Je voulais vous expliquer l'histoire de Séoul ici, de Corée du Sud. Vous m'avez arrêté pour vous démontrer que non, le général dictateur, quand il a pris le pouvoir en Corée du Sud, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu, au fait, 8 heures de travail et 16 heures de repos. Il a inversé la chaîne de valeur en mettant 16 heures de travail et 8 heures de repos. La Corée du Sud est devenue comme Corée aujourd'hui. Vous connaissez que non, en 1973-74, le président Maréchal avait envoyé pour sa contribution. Nous, au Congo, nous étions déjà bien plus que la Corée du Sud, a envoyé pour sa contribution des bancs. Quand je suis parti là-bas, on m'a montré les bancs produits par nous. Il y a eu des paquebots et des paquebots qui sont arrivés ici pour prendre les bancs et amener à Corée du Sud. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce dictateur-là a donné du travail, a mis les Coréens au travail et a fait à ce qu'aujourd'hui, la Corée du Sud n'a rien à envier avec l'Europe. Okay. Peut-être les États-Unis peuvent dépasser, mais aujourd'hui, demander les grands producteurs, par exemple, des constructeurs de locomotives, les grands constructeurs, par exemple, d'automobiles. Aujourd'hui, nous avons notre souci actuellement, ce n'est pas nous occuper des pourritures, de ne pas nous occuper des choses irréelles. Nous devons nous occuper sur l'essentiel. L'essentiel actuellement, c'est que nous allons réviser cette constitution pour nous permettre à l'amélioration des conditions de vie, donc à améliorer sensiblement. Donc nous allons amener les peuples au travail. On va inciter les peuples au travail, comme nous sommes en train de ramener la coopération ici, les investissements. Vous l'avez dit, en début d'émission. Nous allons produire, la production va nous amener demain à de plus en plus améliorer les produits intérieurs bruts pour que demain, Congolais trouvent le salut à travers le travail que nous sommes en train d'inciter dans notre pays. Les histoires là, l'hécatombe 2016. Ok. Il faut aller en 2016 en mangeant. Pour manger, il faut travailler. On ne peut pas aller croiser les bras. Est-ce qu'on peut évoluer? Oui. Est-ce qu'on peut évoluer? Aux États-Unis, il n'y a pas que Kabila et sa délégation, il y a également Kamere, Kankou et Fayoulou qui sont partis aussi pour faire entendre leur voix au sommet des États-Unis, au sommet États-Unis-Afrique. Est-ce que vous pensez que leur démarche aura gain de cause? Madame, je vous donne comme une information. Le président Kabila a été reçu le premier parmi tous les chefs africains. Donc, ça démontre l'importance de notre République. Ça, c'est une information. Nous sommes en train de suivre. Hier, M. Fayoulou, sa première défense, un fiasco. Hier. Il a été mis à l'écart, presque. Venant de vous, quoi, de plus normal? Non, mais je te dis les choses. Aucun argument scientifique. Je suis en train de... je parle des propos des analystes américains qui sont dans les nets. Aucun. On attend Kamere aujourd'hui. Le président, au fait, l'honorable Bochab, a épaté la salle sur ce qu'il a fait. Mende Omalanga a fait la même chose. Ce sont les deux de la majorité qui, mais pour le président, au fait, le secrétaire général Évariste Bochab a parlé et il a
commencé d'abord à disséquer nos constitutions depuis 1908 et à démontrer avec des argumentations valables sur la révision constitutionnelle. Les porte-parole du gouvernement Mende, parce que ça n'avait rien à voir, c'était une réunion non officielle, c'était une réunion convoquée par des ONG. Oui. Et les arguments d'hier, il y a un analyste américain qui a parlé sur RFI, je ne sais pas si vous l'avez écouté, qu'il n'y a plus de débat sur cette affaire de la révision. Ça, c'est un analyste américain. Donc, aujourd'hui, on attend qu'est-ce que au fait, le sieur Kamere va dire. Et au moment où tout a été balayé, c'est pour vous montrer que nous, au sein de la majorité, cette discipline qu'on appelle une discipline conspirative est instaurée dans notre majorité à travers les règnes du secrétaire général de la majorité, Aubin Meyakou, et qui ne ménage aucun effort pour faire avancer cette majorité. Et dans la tête, en intelligence, nous ce n'est pas les muscles. Vous savez, ils ont osé avec les muscles hier, Madame Magique. Vous avez appris les fiascos au terrain Sainte-Thérèse d'Ndjili. Vous avez appris opposition, la fameuse opposition politique, qui aujourd'hui est en train d'amener Tshisekedi à une mort politique, le président national de l'IDPS, pour pouvoir les tromper. Il l'a trompé, il l'a cissé, jusqu'à l'amener. Nous avons déjà compris que cette opposition ne veut pas la voie démocratique. Il l'amène. Quand il a trouvé l'échec, madame, il s'est soldé par des injures. C'est ça la démocratie au Congo? On est à la fin. Malheureusement, vous aviez beaucoup à dire, mais le temps qui nous a été imparti touche à sa fin. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir de votre intervention dans cette émission? Ce qu'il faut retenir de l'intervention, c'est que la démocratie, c'est aussi la tolérance. C'est aussi la tolérance. La démocratie, c'est aussi espace de liberté, espace d'échange. Ne montrez pas des biceps, comme nos amis nous a montré hier à Ndjili, terrain de Sainte-Thérèse. Ils sont arrivés croyant que non, ils peuvent avoir la capacité mobilisatrice. Aujourd'hui, des gens qui ont estimé prendre tous les quinois, dans des millions de quinois, dans un banlieue. Mais les activités, par exemple, commerciales, tout autour du stade, étaient fonctionnelles. Le stade de lui-même, il y a eu des jeunes les jeunes du Lois, parce que moi j'ai étaient en train de jouer au foot. Donc, aujourd'hui, l'opposition est en vent de poupe. Un fiasco. L'opposition en perte de vitesse. S'il s'agit de cette opposition, de vos fameux gens l'INC était, les militants entre eux voulaient se bagarrer. C'est présent. Heureusement, la police, le professionnalisme de la police a fait à ce que, si ce n'était pas la police, les choses devaient, peut-être, on devait arriver à la destruction des biens publics et des biens privés. Donc, au fait, je demande à ce que la population, qui nous a toujours écoutés, il s'agit d'un débat intellectuel, la révision constitutionnelle. Elle est constitutionnelle. Nous voulons amener cette question pour apporter un changement réel, un changement visible que nous avons déjà déclenché depuis au fait 2001 avec le président Kabila. Donc, nous sommes en train de ramener le pays au bon rail et on va y arriver. Et avec vous, voilà, qu'on ne vienne pas vous tromper, que non, voilà, tout ça c'est... Non. Le problème c'est quoi? De voir l'intérêt. Nous sommes en train d'amener tout ce que nous sommes en train de faire pour que la population bénéficie au quotidien les travail, les fruits de ce que nous sommes en train de faire. Monsieur Omari, merci beaucoup. Merci à Madame Magique de m'avoir donné cette opportunité de venir tailler bavette avec mon peuple. Merci beaucoup.
Merci également à vous de nous avoir prêté votre attention pendant 45 minutes. Si vous voulez bien revoir cette émission, le rendez-vous est pris demain, 7h30, et le jeudi, 23h, sur votre chaîne BioOne. La prochaine émission, c'est le mardi à 20h30, avec un nouvel invité et d'autres nouvelles questions d'actualité. Je vous remercie et à très bientôt.